Bonjour les amis, nouvelle vidéo, cette fois tournée dans mon bureau au 101 rue de l'Université. C'est une annexe qui est juste en face du Palais Bourbon, là où il y a l'hémicycle et les votes de l'Assemblée nationale. Bon, vous avez vu pour l'instant la déco n'est pas exceptionnelle, mais je vous promets qu'on va s'améliorer, donc je vous invite à regarder les prochaines vidéos pour admirer nos talents de décorateurs d'intérieur. Bon, pour cette vidéo, je voulais vous parler de plusieurs sujets. Bien sûr, des projets de loi qui ont été adoptés à l'Assemblée nationale ces dernières semaines. Il y en a eu notamment deux, le projet de loi pouvoir d'achat et le projet de loi de finances rectificatif. En fait, le projet de loi de finances, comme son nom l'indique, il finance ce qui a été prévu dans le projet de loi pouvoir d'achat. Bon, ce package de ces deux projets de loi, globalement, c'est une régression. En fait, on aurait dû renommer ce projet de loi. C'est un projet de loi d'appauvrissement des Françaises et des Français. On nous parle de revalorisation des prestations sociales, des traitements des fonctionnaires, mais tout ça est inférieur à l'inflation. Il y a eu un refus absolu de la part du gouvernement de taxer les super profits, alors qu'on aurait pu prendre de l'argent pour justement mieux le répartir et augmenter le pouvoir d'achat des Français. Et puis, pire que ça, à l'intérieur de ce projet de loi pouvoir d'achat, il y a des mesures écocides et climaticides. Je pense à la réouverture de centrales au charbon et à la construction d'un terminal méthanier au Havre qui va permettre d'importer du gaz de schiste qui vient des États-Unis. On a mené une rude bataille contre ces projets de loi et moi ce que je souhaitais faire avec cette vidéo, c'est vous parler plus précisément des sujets sur lesquels moi je suis intervenu et sur lesquels j'étais un peu le chef de file du groupe Insoumis. Donc il y a deux sujets, un sujet sur le logement et un autre sujet sur le travail social. Et une fois que je vous aurai parlé de tout ça, on va finir par une question un peu philosophique qui est de savoir que signifie être un député d'opposition à l'Assemblée nationale. J'ai un peu réfléchi à tout ça et je veux vous en parler, mais ça c'est à la fin de la vidéo. Et en attendant, générique. Maintenant, je vais vous parler du projet de loi pouvoir d'achat qui a été présenté par le gouvernement et discuté à l'Assemblée nationale. Comme c'est un projet de loi sur le pouvoir d'achat, j'ai pris le gouvernement au mot et je me suis intéressé à une catégorie de la population qui a absolument besoin d'augmentation de salaire pour son pouvoir d'achat. Je pense aux travailleurs sociaux. Vous savez, les travailleurs sociaux, ce sont les assistantes sociales, les éducateurs spécialisés, les conseillères en économie sociale et familiale. C'est même plein d'emplois de personnes qui n'ont pas de diplôme du social, mais qui, dans leurs fonctions, dans leurs actions, sont des travailleurs sociaux. Ils souffrent d'une grande dévalorisation de leur métier et ils ont des salaires, surtout en début de carrière, qui sont extrêmement bas. Donc moi, j'ai déposé plusieurs amendements qui visent à augmenter les salaires des travailleurs sociaux. J'ai insisté notamment sur un sujet dont je voulais vous parler, qui est la question du Ségur du social. Je vous explique en quelques mots. Vous vous souvenez peut-être, au moment de la crise Covid, le gouvernement a fait un Ségur de la santé. C'est une augmentation de salaire modeste, c'est une prime de 183 € qui devait concerner tous les personnels soignants. Plusieurs années après, et notamment grâce à la mobilisation des travailleurs sociaux et de leurs syndicats, ce Ségur de la santé, il a été élargi et on parle maintenant d'un Ségur du social, c'est-à-dire d'une prime de 183 € qui doit concerner aussi les travailleurs sociaux. Problème, et c'est un gros problème, cette prime du Ségur du social, en fait, elle ne concerne qu'une partie des professionnels des services et des établissements sociaux. Il y a toute une partie des personnels qui, parce qu'ils sont personnels techniques, parce qu'ils sont personnels administratifs, sont exclus du Ségur du social. Ça, c'est quelque chose de très grave parce que ça veut dire qu'on divise les collectifs de travail, qu'on explique que certes l'éducateur spécialisé a le droit aux 183 €, mais la secrétaire administrative, elle n'y a pas le droit. Enfin bref, c'est quelque chose de profondément injuste. Donc moi j'ai déposé des amendements dans le cadre de ce projet de loi pouvoir d'achat pour généraliser la revalorisation, enfin la prime de 183 € du Ségur. Bon, le résultat a été compliqué parce que non seulement on s'y attendait, on n'a pas réussi à faire adopter ces amendements, mais moi j'ai surtout été frappé par le silence du gouvernement, le refus de répondre aux amendements. Ça, c'était vraiment quelque chose de très fort. Le scrutin est clos.
Dans mes interventions, j'ai essayé de relayer le vécu des travailleurs sociaux parce que avant les discussions à l'Assemblée nationale, j'avais fait un appel à témoignages et d'ailleurs je vous remercie parce qu'il y a eu énormément de réponses à cet appel à témoignages, plusieurs centaines de personnes qui nous ont parlé de leurs conditions de travail en tant que travailleurs sociaux. Donc moi j'ai livré tout ça à l'Assemblée nationale, mais zéro en face, rien. Pas une réponse, évidemment un vote contre de la part des députés macronistes. Donc c'est très frappant et je reprends une formule que j'ai retrouvée sur les réseaux sociaux en commentaire de ma vidéo qui montrait mes interventions à l'Assemblée nationale. Je vous lis ce commentaire, c'est Carole qui l'a écrit parce que je trouve que ça résume très bien la situation. Je vous le lis. Ça les dérange à ce point qu'on parle de la précarité. Pour eux, c'est peut-être un virus, la précarité, ils ont peur de l'attraper. Ben, je vous avoue que c'est vraiment le sentiment que ça m'a donné quand j'ai parlé de ce sujet au sein de l'hémicycle. Alors bon, c'est pas parce qu'on n'a pas été entendu et que le gouvernement a appelé à voter contre nos amendements qu'on va s'arrêter là. Bien au contraire, la bataille pour généraliser le Ségur du social, pour qu'il n'y ait plus un seul oublié du Ségur du social, on va continuer. À la rentrée, sur le projet de loi de finances et le projet de loi de finances de la sécurité sociale, on reposera ce sujet. Et on aura aussi d'autres sujets de bataille avec les travailleurs sociaux. Je pense notamment à un futur projet de loi du gouvernement, dit projet de loi travail, qui va comporter l'obligation d'activité pour les allocataires du RSA et aussi la création de France Travail, c'est-à-dire une grande réorganisation de Pôle emploi, des missions locales, des services sociaux, etc. Ça va concerner au premier chef les travailleurs sociaux. Donc vraiment, on va se battre ensemble sur cette question. Je compte sur vous pour m'apporter des témoignages, pour m'aider à avoir des interventions et des propositions d'amendements à l'Assemblée nationale qui seront percutantes. Voilà. Donc vous l'aurez compris, sur ce sujet du travail social, je ne vais pas lâcher le morceau, on va se battre ensemble et je compte sur vous pour me soutenir. Deuxième sujet dont je voulais parler avec vous, c'est la question du logement et plus précisément de l'article 6 de la loi pouvoir d'achat, qui est un article qui concerne le logement. Je vous en ai déjà parlé, l'article 6, c'est l'article où le gouvernement prévoit une augmentation de l'indice de référence des loyers de 3,5%. Si on le dit en résumé, c'est un article qui autorise les bailleurs à augmenter les loyers en cours de bail de 3,5%. Donc vous imaginez bien qu'avec mes collègues de la France Insoumise et de la NUPES, on s'est battu contre cet article. Donc on considère qu'il est hors de question pour les locataires d'augmenter leur loyer de 3,5%. Puis c'est quand même paradoxal de faire ça dans un projet de loi qui s'appelle pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, en fait non, ça va baisser le pouvoir d'achat des locataires. On n'a pas réussi à faire bouger les lignes là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on a un gouvernement qui est arc-bouté sur la défense des intérêts des propriétaires. Donc lui, il pense que c'est une bonne chose d'augmenter les loyers de 3,5%, que ça va améliorer la rente locative. Mais on n'a pas lâché le morceau, on s'est battu là-dessus et on a même réussi sur le terrain du logement, ça c'est quand même une bonne nouvelle, on a réussi à faire adopter au moins un amendement. Voilà. De quoi il s'agit ? C'est un amendement qui concerne l'encadrement des loyers. Vous savez, il y a aujourd'hui un encadrement des loyers qui est en vigueur. Il concerne principalement les grandes villes, Paris, Bordeaux, Lille et quelques autres villes. Bon, c'est un encadrement des loyers qui n'est pas extraordinaire parce que les plafonds, c'est-à-dire les loyers maximum, sont très élevés. Mais bon, c'est mieux que rien. Problème, dans l'encadrement des loyers comme il existe actuellement, il y a une faille, c'est ce qu'on appelle la possibilité de faire des compléments de loyer. Je m'explique, la loi actuelle prévoit que si un propriétaire juge que son bien est exceptionnel, eh bien il peut dépasser le plafond de loyer et facturer ce qu'on appelle un complément de loyer. Problème, c'est que vous imaginez bien, il y a plein de propriétaires qui jugent que leur bien est exceptionnel, que ça justifie un complément de loyer, et en fait c'est un abus, c'est un moyen de contourner la loi. Eh bien ce qu'on a fait là dans la discussion, c'est de proposer un amendement qui liste toute une série de situations où le complément de loyer est interdit par principe. Je vous donne quelques exemples. Un logement dont les toilettes sont sur le palier, eh bien, on interdit la possibilité de facturer un complément de loyer. Ça vous paraît évident, mais sauf que dites-vous que les associations de locataires nous ont fait des retours, des témoignages nous disant qu'il y avait des locataires qui, par exemple, louaient une chambre de bonne au centre de Paris avec vaguement une vue sur la Tour Eiffel si on se penche à la fenêtre, mais les toilettes sont sur le palier et le propriétaire considère que le bien est exceptionnel et que ça justifie un complément. Bon, voilà. Grâce à l'amendement qu'on a fait adopter, ça permet d'en finir avec ces scandales. Voilà. Donc évidemment, ça ne règle pas le problème de la spéculation immobilière
immobilière à Paris, ça ne règle pas le problème des loyers chers dans toute la France, mais c'est quand même une petite avancée qu'on a obtenue parce qu'on s'est bien battu sur cette question. Donc je crois qu'on peut être fier de notre action et en espérant que dans les prochains mois, on arrive aussi à arracher des petites victoires comme celle-là. Quel est le rôle d'un député d'opposition à l'Assemblée nationale? C'est une question que je me suis beaucoup posée ces dernières semaines depuis le début du travail parlementaire et surtout j'ai réfléchi pour essayer de trouver une formule qui permet de résumer notre action. Et j'en arrive à ça. Je pense qu'un bon député d'opposition, c'est quelqu'un qui garde les portes de l'Assemblée nationale ouvertes. À la fois pour que, dans un sens, on fasse rentrer les préoccupations populaires à l'intérieur de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire parler des conditions de vie de la population, parler de notre quotidien, de nos difficultés, de nos revendications, de mettre tout ça sous le nez du gouvernement et des députés macronistes qui, eux, sont coupés de la réalité sociale. Donc à la fois faire rentrer les aspirations populaires, mais aussi, si on garde les portes de l'Assemblée nationale ouvertes, c'est réussir à faire sortir ce qui se passe à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et notamment les magouilles, les coups bas, les alliances entre les macronistes et le Rassemblement national pour faire reculer nos droits. Il faut que tout ça se sache à l'extérieur. Il faut que le peuple soit au courant de ce qui se passe en son nom à l'intérieur de l'hémicycle. Donc voilà, si on résume, un bon député d'opposition, c'est un portier qui fait que l'Assemblée nationale reste grande ouverte au peuple français. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça va bientôt être les vacances. Donc le prochain événement où on va se retrouver, ce seront les amphis de la France Insoumise qui se déroulent à Valence fin août. Si jamais vous venez, écoutez, n'hésitez pas à venir discuter avec moi, ça me fera très plaisir. Et d'ici là, écoutez, vous pouvez liker, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, ça me fait très plaisir. À bientôt.